Je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité. Il faut quand même avoir les épaules solides entre des partenaires commerciaux, des clients. Ça peut vite faire peur et décourager. Au départ, c'était assez difficile parce que c'est ton projet, c'est ton bébé, tu mets tout dedans et puis ça te touche vraiment personnellement. En plus, avec des gens qui sous-entendent qu'ils s'en foutent si leur décision, ça fait mourir tout ce que tu as créé avant. J'ai pas besoin de toi, moi, pour lancer une boîte. Si un jour je lance une boîte, à quoi tu sers? Parce que moi, je suis ingénieur, je sais créer les choses, je sais coder, je saurais développer un produit, alors que toi, je sais pas. Et elle m'avait répondu, moi, je fais une app simple. Les 3 meilleures fonctionnalités choisies par les clients parce que je leur ai parlé avant. Et après, je mets de la com, sauf que toi, personne n'entend jamais parler de ton super produit génialissime. Et moi, même s'il est un peu plus simple, un peu moins performant que le tien, les gens en parlent, donc il se vend. Et d'accord, on peut travailler ensemble en fait. C'est le compte le plus vert de France. Alors pas un argument de com, mais un choix radical. Aucun euro des dépôts d'Hélios ne finance les énergies fossiles. Ça veut dire 0 pétrole, 0 gaz et 0 charbon. Alors derrière cette exigence, on a Maëva Courtois, cofondatrice d'Hélios, la première écobanque française. Un modèle hybride adossé à une infrastructure bancaire solide, pensé pour rediriger l'argent du quotidien vers la transition écologique. Alors c'est pas un hasard si Joseph Chouefati, fondateur de Goodvest, l'a choisi comme sista. Même obsession de l'impact traçable, même volonté de construire une finance sobre, crédible et utile. Et breaking news, nous enregistrons ce podcast le lendemain de l'annonce du rapprochement entre Hélios et United pour bâtir ensemble un champion européen de la banque digitale responsable. Alors dans cet épisode, on va parler bien évidemment d'impact, de souveraineté financière, de lignes rouges et du prix à payer quand on refuse de jouer avec les règles du vieux monde. Le temps pour moi de lancer le jingle et on se retrouve tout de suite avec Maëva. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. Bonjour Maëva. Bonjour. Maëva, je le disais en intro, tu es la cofondatrice d'Hélios, le compte le plus vert de France. Et avant que tu nous expliques cette aventure jusqu'au rapprochement qui a lieu hier, j'avais envie de te faire réagir aux mots de Jean-Marc Jancovici, qui était invité sur un Inter hier, une autre petite émission un peu connue, qui critiquait le fait que dans un monde de ressources finies, on donne la priorité aux gadgets. Et par gadget, il parlait notamment des 109 milliards investis dans l'IA. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ? J'avais réagi il y a quelques semaines justement à la mode de l'IA et même de manière plus générale à la mode dans l'investissement, donc qui est aujourd'hui l'IA. Du coup, le fait que les secteurs qui ont besoin de capitaux et qui ont besoin d'argent pour se développer et qui sont nécessaires dans les prochaines années, donc je parle ici du climat en particulier, de la transition écologique, des activités sociales qui ont besoin de plus de capitaux pour se développer, d'ailleurs c'est la raison d'être d'Hélios, peuvent être oubliés ou mis de côté parce qu'on fait face à une nouvelle mode pour les ventures capitalistes, pour les fonds et pour d'ailleurs les corpos qui ont envie d'investir dans des solutions d'IA. Alors, mon avis là-dessus, c'est qu'on a besoin de nouvelles... De nouveaux acteurs et d'ailleurs de ne pas être en retard au niveau européen et français sur l'intelligence artificielle et autres sujets de la tech qui pourront être la mode dans 5-10 ans. Par ailleurs, c'est un sujet de souveraineté. Et évidemment, qu'on ne soit pas dépendant d'acteurs américains ou chinois dans les prochaines années parce qu'on n'aurait pas investi suffisamment tôt. Ce que je trouve assez déplorable, c'est plutôt de flécher, de prendre une partie de l'argent qui pouvait être investi dans des sujets de l'impact, et puis de voir une mode qui permet de financer certains acteurs qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée. Voilà. Parce que dans les mots-clés qui permettent de décrire leur activité, il va y avoir IA, donc il y a 10 ans, c'était data science, big data, etc. Donc c'est des modes et je le comprends bien, entre guillemets, mais je trouve ça déplorable pour les activités qui ont vraiment besoin d'argent. Et moi, ça fait plusieurs années que, en particulier avec Hélios,
On travaille à flécher l'argent des Français vers des activités de la transition écologique, vers des entreprises et des entrepreneurs qui accélèrent la transition écologique. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le climat pour financer l'IA. Je pense que les deux peuvent être aussi un peu complémentaires. L'IA, ça va permettre d'améliorer l'efficacité, de gagner, d'avoir des gains d'efficacité. Donc, il y a plein de choses à prendre qui sont intéressants et donc qui permettraient d'ailleurs d'aller plus vite sur certaines solutions qui sont des solutions climatiques. Mais comme tout sujet de mode, l'objectif, c'est pas de passer de 30% des investissements, enfin je dis 30, c'est pas le vrai chiffre, 30% des investissements dans l'impact à 10 au profit de l'intelligence artificielle. C'est de remettre de la nuance sur tous les investissements. Je te propose qu'on parle plus précisément après ce jingle de Helios. Beach, oh beach. Alors, quand on annonce qu'on propose le compte le plus vert de France, on place tout de suite le débat très haut. C'était l'objectif, c'est-à-dire pas de nuance, justement. Enfin, pas de nuance, en tout cas, pas de compromis. Moi, je suis persuadée que les acteurs financiers, les acteurs bancaires, c'est des acteurs économiques qui sont différents d'un acteur commercial qui a seul objectif que de faire du profit et d'être rentable, etc. Et donc les banques sont des acteurs sociétaux, enfin ont un rôle sociétal dans notre société et donc doivent financer le futur. Donc vraiment demain, pas regarder ce qui se passait hier, mais réfléchir à comment mettre à disposition des capitaux auxquels on n'a pas accès en tant que particulier, en tant qu'entreprise, en tant qu'État, et du coup permettre de donner accès à ces capitaux pour construire des solutions qui seront disponibles dans 10, 15, 20 ans. Donc quand on regarde en particulier les rapports du GIEC, mais il y a plein de rapports scientifiques qui nous montrent l'évolution l'augmentation des températures dans les prochaines années et donc les conséquences qu'on va commencer, enfin qu'on commence déjà à voir, quand on regarde les conséquences en 2050, c'est pas que ça fait pas rêver, ça fait vraiment très peur, sans vouloir être catastrophiste, parce que c'est justement pas mon objectif avec Helios, c'est plutôt redonner un peu d'espoir, le fait qu'on puisse faire quelque chose. Mais quand on regarde ces rapports-là, on comprend vraiment très rapidement que les solutions qu'on doit financer, les acteurs de demain, c'est des solutions qui doivent être plus bas carbone, plus respectueux du vivant, plus respectueux de la biodiversité et des hommes. Et donc les acteurs financiers doivent et devraient mettre à disposition des capitaux pour financer ce type d'activité. C'est pour ça qu'on appelle ton activité une écobanque. C'est ça, on a essayé de réfléchir à un terme en 2020 qui soit compréhensible avec éco. L'objectif est finalement de montrer aussi aux particuliers qui connaissent assez peu finalement le monde bancaire, le monde financier. C'est un des secteurs qui a réussi à garder une grande opacité. Moi, j'aime bien raconter que quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait une école d'ingénieur en mathématiques. J'ai pas vraiment fait de spécialisation, en finance. J'ai juste fait mon mémoire de fin d'études sur des sujets de finance quantitative. Et quand j'ai commencé mon stage, j'étais à la Banque Postale, stage de fin d'études. Je ne comprenais rien de ce que les gens disaient. En fait, il y a tellement de wording et de vocabulaire spécifique au domaine que j'essaie de faire bonne figure. Mais oui, c'est très difficile de rentrer dans ce secteur-là. Ce qui peut créer une asymétrie de l'information pour le consommateur. Exactement. Parce qu'il y a tellement de lignes, tellement de jargon que pour le client final, c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Pour le client final, on se sent pas du tout légitime à aller challenger quelqu'un qui s'y connaîtrait même un peu. Il suffit en fait d'avoir en fait un nombre de termes effectivement et donc un jargon suffisamment complexe pour décider de dire je suis pas légitime. Donc moi en fait je fais confiance à ma banque et j'ai pas envie de comprendre réellement ce qui se passe parce qu'en fait qui suis-je pour essayer de décortiquer tous ces sujets. Donc le premier aussi objectif avec Helios c'était d'apporter de la transparence dans ce monde-là et donc
de pouvoir avoir une façon, enfin de pouvoir montrer d'une façon claire qu'on peut créer un acteur bancaire qui soit dédié au financement de la transition écologique. Mais déjà, le premier point, c'était d'expliquer que quand on dépose son argent à la banque, que ce soit sur un compte courant, un compte épargne, une assurance vie, enfin tous les supports qu'on peut connaître quand on dépose son argent à la banque, cet argent est utilisé par la banque pour en faire des financements. Oui, il ne reste pas au chaud dans le coffre. Pas dans un coffre, c'est d'ailleurs le modèle de la banque, mais il est utilisé. Et du coup, des financements qui vont être réalisés auprès d'entreprises, de particuliers, d'États, et qui vont permettre de réaliser des projets. Donc, personnellement, quand je mets mon argent à la banque, en choisissant la banque dans laquelle je mets, je pense que la banque me doit un devoir d'information, de comprendre dans quel type d'activité elle investit. Et pour les gens qui feraient attention et qui espèrent laisser un monde un peu plus vivable aux générations futures, se dire peut-être que je serais assez content de trouver une banque qui respecte l'environnement, toute la partie également sociale, et qui n'investit pas dans des secteurs qui sont connus pour être des secteurs qui détruisent la planète et dont on n'aura plus besoin, dont on devrait ne plus avoir besoin dans les prochaines années. Donc là, je parle des énergies fossiles en particulier, mais ça fait des années qu'on sait. Les études sont très claires sur le sujet. Les énergies fossiles, c'est l'activité, le secteur numéro 1 le secteur numéro 1 dans les émissions de gaz à effet de serre et donc dans l'impact climatique négatif. Comment est-ce qu'on trouve des solutions pour ne plus être aussi dépendant? Et donc, au lieu de réfléchir à 2 ans, en se disant, mais comment je fais là, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est justement le rôle de la banque. Oui, c'est pas possible peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. L'objectif, c'est que ce soit possible dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, il faut s'y prendre rapidement. Voilà, il faut financer les solutions qui peuvent, du coup, être des solutions alternatives. Donc, par exemple, énergie renouvelable et autres énergies qui peuvent pas liées aux besoins d'énergie fossile. Et se dire, comment est-ce que ces activités peuvent naître? Et c'est toujours, même en tant que particulier, ça on le comprend bien, on a besoin de capital. J'ai besoin d'acheter un appartement, j'ai besoin d'acheter, une voiture, etc., de réaliser un projet. On a besoin de capital. Et quand les sommes sont assez élevées, et donc, par exemple, pour créer un projet de nouvelles énergies, un champ d'énergie, un champ de panneaux solaires, ou ce type de projet, il faut des capitaux pour permettre de développer ce type de projet qui deviendront rentables, qui seront rentabilisés après plusieurs années. Et t'as pas eu envie de dire je vais essayer de changer le système de l'intérieur? J'ai essayé un petit peu. J'étais en fonds d'investissement. On m'a proposé de monter le pôle de finances durables dans un fonds d'investissement français. Expérience personnelle et professionnelle hyper intéressante où j'ai beaucoup appris. Déjà, j'avais l'occasion d'aller rencontrer des entreprises dans tout leur roadshow. Donc les roadshows, c'est quand les entreprises sont cotées en bourse. Ensuite, les représentants en gros des entreprises viennent expliquer soit leurs éléments financiers, soit leurs éléments extra-financiers. Donc moi, j'étais sur les éléments extra-financiers, donc venir expliquer l'impact positif ou négatif que pouvait avoir leur activité et ce qu'ils pouvaient développer dans les prochaines années pour réduire là je parle d'émissions de gaz à effet de serre, mais dans certains secteurs, c'est la pollution qu'ils peuvent générer, l'impact sur la biodiversité autour de leur site qu'ils peuvent générer. Et donc gros apprentissage de comment le monde traditionnel, disons, souhaitait se transformer. Et j'ai, en rencontrant tous les autres fonds d'investissement, les banques, etc., donc en traînant vraiment dans ce milieu-là, j'étais plutôt très déçu en fait de l'ambition qui était donnée à la finance durable. Ça a été de faire bouger le mammouth. Ah ouais, je me suis dit ça va prendre. Si je suis vraiment bonne, dans 10 ans, peut-être que j'ai gagné 1 ou 2 batailles. Et en fait, à l'époque. J'arrêtais pas de parler à Julia, qui est du coup ma cofondatrice avec qui j'ai lancé Helios. J'arrêtais pas de lui dire non mais alors tu sais si on continue tel quel, bon il y a une des
des points que je lui avais remonté et qui m'avait marqué, parce que ça l'avait vraiment choqué, c'était, je venais de lire que, je crois que c'est en Inde, je dis, tu sais qu'en 2050, en Inde, il y a une partie du pays qui sera plus vivable parce que taux d'humidité trop élevé, et donc en fait, tu t'en rends même pas compte, mais t'es en train de mourir. Bref, du coup, je lui ai raconté beaucoup d'anecdotes, enfin pas d'anecdotes, mais beaucoup d'informations que je lisais sur les impacts du réchauffement climatique et ce qu'on pouvait faire. Et elle s'arrête, elle me dit, non, mais du coup, on fait quoi? Ouais. Je lui dis, on fait quoi? Moi, je suis à l'intérieur d'un très beau fonds financier français. Moi, je fais ma part. J'essaie de faire changer les choses. J'essaie de faire changer la façon dont les gérants prennent des décisions d'investissement pour intégrer tout ce qui est extra-financier, donc le climat. Et donc je pense que, en tout cas, j'essaie de faire au mieux. Et elle me dit, mais tu te vois à 40 ans te dire, oui, j'ai fait au mieux. Bon, du coup, ça n'a pas marché, mais promis, j'ai fait au mieux. Je dis, non, en effet, je sais que je serai pas très fière de moi. Et j'ai pas du tout une place suffisamment, de toute façon, la finance durable n'avait pas une place suffisamment importante pour qu'on fasse réellement bouger les choses. Moi, quand on m'a proposé le poste, la petite anecdote, je crois que j'ai jamais raconté, mais qui donne un peu l'idée de ce qu'était la finance durable à l'époque, c'est il faudrait qu'on ait quelqu'un qui monte ce pôle du coup ESG. Il faudrait qu'on trouve une petite nana là qui parle bien et qui nous écrive des choses. C'est super, la petite nana. Et je me suis dit, non, mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire dans ce secteur, et à mon avis, il va y avoir beaucoup d'évolution. Et comment est-ce qu'on peut structurer ça de manière à ce que ce soit bien pris aussi par les gérants. C'est-à-dire pas leur amener ça comme quelque chose qu'ils doivent faire par conviction, parce que c'est trop compliqué de convaincre les gens uniquement sur leurs convictions, mais d'essayer de comprendre, eux, leur motivation dans leur travail. Et du coup, d'arriver à montrer que c'est plutôt des opportunités. C'est des opportunités d'investir dans l'impact. C'est l'opportunité de se dire dans 10 ans, évidemment que c'était les boîtes du futur. Enfin, dans 10 ans, on va se dire, évidemment que les boîtes climat, c'était l'avenir. Ouais. Mais il fallait y penser il y a 10 ans. Et il fallait oser y aller, parce que exactement. Quand tu as lancé Helios, c'était les balbutiements de l'impact. On en parlait un petit peu, mais pas trop. Aujourd'hui, on a un peu plus de lumière mise sur toutes ces actions. Il y a des super initiatives qui permettent de promouvoir aussi tout ce qui est fait sur ces sujets-là. Mais quand tu t'es lancé, je ne sais pas ce qu'a dit ton entourage en disant, mais comment ça, tu veux faire un compte vert? Ah non, mais oui, le début était assez drôle, parce qu'en effet, personne n'était très à jour sur ces sujets. Et on commençait un peu à en parler par obligation réglementaire. Il y avait eu la loi Pacte, il y a quelques acteurs qui ont commencé, Sycomore, Mirova, qui étaient déjà engagés, mais qui commençaient à être beaucoup plus visibles. Mais c'est dans un monde financier très institutionnel, de gens qui sont vraiment dans la finance. Tu touches pas encore le consommateur final? Non, pas du tout. Moi, quand on a commencé à parler du coup d'Ecobank, d'Helios en pitchant, j'ai eu plusieurs fois, mais c'est quoi? C'est une banque bio? Non, pas vraiment. Mais dans l'idée, mais oui, après aussi, en allant voir les VC, c'était intéressant. En plus, Julia m'avait prévenu, parce que Julia travaillait en venture capital avant, et elle m'avait dit, sache qu'on va se prendre quand même pas mal de murs, parce que l'image des entreprises de l'impact, c'est ça fait pas d'argent, on n'est pas capable de créer des boîtes qui vraiment font des licornes et qui scale, qui permettent de faire des vraies boîtes à succès dans l'impact, et c'est ça l'image dont pâtit le secteur. Justement, ça a été quoi les plus grands freins au lancement, ou qui a été le plus compliqué à convaincre? Alors, je crois que je me souviens seulement des points positifs. Ce qui est bien. dans ma vie. Mais je dirais que quand on commence, on est assez idéaliste. C'est normal. On a une vision très utopiste de ce qui va se passer.
Enfin, tu t'imagines 5 ou 10 ans plus tard, mais c'est pas très concret. Tu vois juste plein de gens autour de toi et il y a en tout cas, c'est comme ça que je voyais les choses, mais une sensation de succès, de se dire, il y a plein de gens qui ont mes comptes, il y a plein de gens qui ont ouvert un compte chez Helios, etc. Mais c'est assez difficile d'avoir quelque chose de tangible à se figurer. Donc je pense que c'était... Bon, on s'est lancé rapidement en levée de fonds. Ouais. On avait besoin... on a travaillé en gros à peu près 6 mois sur tout le socle, avec objectif numéro 1. D'ailleurs, c'est quand on me demande quel est ton conseil pour réussir en tant qu'entrepreneur, je dis je crois pas qu'il y ait de recette miracle, malheureusement. En tout cas, j'ai pas trouvé de recette miracle, mais le seul que je donne, c'est on a pris le temps avant de se lancer au grand public, d'avoir quelque chose où tout était écrit. Enfin, dans le sens où l'idée, c'était pas quelque chose d'assez flou en se disant, ça évoluera avec le temps. Dans l'idée, les taglines, les wordings, les personas, tout ce qu'on allait faire demain. Tu travailles sur la marque, finalement. Beaucoup de travail sur la marque et sur la vision du produit. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai un petit carnet où j'avais noté ça à la main. Et des fois, je le re-regarde et il y a absolument rien qui a changé dans les wordings qu'on a utilisés. Bon, ça s'est étoffé, évidemment, mais la vision est exactement la même. Et ça, je pense que c'est important de passer pas mal de temps là-dessus. Ensuite, on a travaillé sur le deck. Alors ça, on a essayé de rendre ça un peu marrant. J'avais dit à Julia, si on fait un deck chacune et celle qui fait le meilleur deck et qui convainc le plus gagne 1% supplémentaire dans la boîte. Donc on fera un 49-51. Et je sais que Julia est très compétitrice et moi aussi. Et du coup, donc vous êtes mis à fond sur le deck. Bon, après, c'était un peu injuste parce qu'on votait. C'était nous qui votions. Et donc, c'est évidemment elle qui a gagné puisqu'elle venait du VC, puis qu'en plus, elle connaissait très bien l'exercice et qu'elle a très bien fait les choses. Et on a commencé comme ça en se disant, allez, c'est bon, je pense qu'on est prête. On avait lancé une waiting list, ça avait plutôt bien marché. Je crois qu'en 2 semaines, on avait 1000 ou 2000 préinscrits sur le... C'est pas mal du tout. Oui, c'est pour commencer à se faire connaître. Je me suis dit, ça va. Et vous aviez fait comment ? On avait réussi à rentrer dans un événement avec Oxfam, la Nef et je sais plus qui, je crois uniquement Helios. Crédit Coopératif peut-être. C'était un live pendant le Covid. On s'est lancé pendant le Covid. Donc live pendant le Covid. Donc pendant le Covid, je crois que les gens adoraient les lives. Après ça s'est un peu tari. Mais, et je crois qu'il y avait 2000 personnes connectées sur ce live et nous pas du tout légitimes en vrai pour aller parler sur cet événement-là. Ouais. Et je me souviens de la discussion avec Oxfam qui m'avait dit, qui organisait l'événement et qui m'avait dit mais on ne sait même pas qui vous êtes, on ne va pas vous inviter un speaker sur cette table ronde. Et je l'avais rappelé plusieurs fois, et je lui ai dit, mais si, mais ça serait même bizarre de ne pas le faire. Et en fait, à un moment, je ne sais pas comment on a réussi ça. Mais... À force de la persuasion. Il m'a dit, non, mais ok, allez. Et donc là, on a eu une pression de dingue parce que ça devait être le 9 avril, quelque chose comme ça. Le site n'était pas sorti. C'est moi qui développais le site à l'époque. On n'avait pas trop. C'est peut-être que j'étais radine aussi, mais on n'a pas payé en tout cas de site avec des CMS. Donc j'ai fait le site en PHP, HTML, etc. Et on sort le site, mais la veille, je me dis, oh mon Dieu, mais on s'est mis des deadlines un peu complexes. Et en fait, derrière, oui, on arrive avec ces chiffres, un BP bien construit, l'histoire du coup qui était très claire. Puis on a lancé la levée de fonds, mais c'était un peu compliqué avec le Covid parce qu'on s'est retrouvé en fait sur, je pense pour chaque fonds et Business Angel, sur leur première levée de fonds en non présentiel. Ouais. Tout était fait en visio. Bon, ça a permis d'être beaucoup plus efficace. Hein. Ça permettait de faire une dizaine de rendez-vous par jour et donc d'être vraiment efficace. Mais donc... Mais tout le monde tâtonnait un petit peu. Ouais, c'était... Puis au niveau venture capitaliste, c'est des périodes d'incertitude. Tu sais pas exactement... Et en fait, à un moment, Julia, elle me dit, je suis pas sûre, tu veux lever 1,5 million, c'est quand même trop ambitieux. On est juste toutes les deux, on n'est pas des repeat entrepreneurs. On avait quel âge à l'époque ? On a 26, 27 ans.
l'idée est super, je pense mais peut-être qu'on devrait revoir le montant. Et moi, je dis, mais pas du tout, t'y es presque. Je suis sûre que parce que c'était elle qui faisait vraiment tous les pitchs, et je suis sûre que tu vas les convaincre. Donc, j'ai ramé en persuasion, et elle a ramé à persuader les autres, où elle était très, très convaincante. Et en fait, je me souviens du premier qui a dit oui, c'est Kima. Et on va au rendez-vous. Il nous dit, et puis le rendez-vous va assez vite. On avait eu plusieurs échanges, mais là on fait enfin le rendez-vous physique, je sais plus, fin mai, où on a alors à nouveau le droit de sortir, et on fait le rendez-vous, et puis au bout de 20 minutes il nous fait bon, j'ai investi je sais plus combien c'est, 100, 150 leur ticket, 100, 150 000 et nous on bouge pas, en se disant, il faut pas qu'on ait l'air surprise, parce qu'on est censé, évidemment, que vous investissez. C'est normal. Du coup, on reste normal, et on fait, d'accord, bon, on va y réfléchir. Je me dis, bon, je joue pas trop non plus. Et on sort, et dès qu'on voit qu'on nous voit plus, commencer à sauter la danse de la joie. Ah ouais, oh là là, mon Dieu, c'est les premiers à dire oui. Et du coup, ça donne un vrai tampon qui avait pris le temps de vraiment étudier le dossier, de faire plusieurs calls avec nous. Et donc ensuite, ça a avancé. Mais il y a eu un petit temps où je pense que tu sais pas, finalement, tu commences à voir beaucoup de gens, et tu te dis... Quand est-ce que ça va se débloquer ? Oui, est-ce qu'en fait ça va se débloquer ? Mais ce qui est marrant, c'est que quand je vois d'autres proches entrepreneurs, des fois je me dis, on a été quand même sacrément résiliente. Et j'avoue que moi, je crois pas avoir douté qu'à un moment on arrive à lever des fonds, mais c'est de on s'auto-convainc. Faut essayer de rester bien motivé, mais et derrière en fait, on a rencontré Raise, qui est un fonds français, et du coup on a fait la levée à 1,5 million, où là ils ont leadé le tour, et du coup on est finalement bien arrivé à nos 1,5 million, et on a pu partir en vacances l'esprit tranquille. Voilà. Elle a bien fait de ne pas lâcher. Ah ouais. Comment, tout à l'heure, on parlait des banques historiques qui sont qui ont pignon sur rue, qu'on connaît depuis nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents. Comment on convainc des clients de nous faire confiance sur un sujet aussi sensible que l'argent et la banque ? Je pense qu'il y a plusieurs étapes, parce que quand tu commences, quand tu es vraiment sur les premiers comptes, c'est les gens qui nous ont fait confiance. Et je pense que il y a plusieurs types de personnes, mais donc c'est des gens, je pense, qui sont plus aptes aussi à prendre des risques en étant clients de nouvelles entreprises, et du coup qui aiment bien découvrir des nouvelles entreprises. Et puis c'était vraiment des gens convaincus qui attendaient ce type de solution. On a eu, quand on a fait le lancement en février 2021. Lancement officiel. Mais on n'avait pas fait le lancement avant. J'avoue que maintenant que j'y pense, c'était assez bullish, parce que j'avais dit à ma tech, non, je veux pas faire de lancement par étapes. Ça fait trop petit acteur. Du coup, ça nous donnera une image beaucoup trop start-up, justement. Donc de avril 2020, où tu fais cette conférence, où tu t'incrustes dans cette conférence en live, jusqu'à février, vous y alliez un peu à la main pour tester un peu le marché, etc. C'est ça, d'avril à février, on est sur liste d'attente. On a un site avec liste d'attente où tu te préinscris pour précommander ta carte, nom, prénom, et de temps en temps, tu donnes une petite news à ces gens. On avait des newsletters pour les tenir au courant. Et été 2021, on a le go pour la levée de fonds. Donc, on embauche une équipe de dev et produits et relations clients. Voilà, je crois que c'est les 5 premières personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe. Et là, c'est la course, parce que je leur dis, il faut qu'on sorte le compte. La date de départ, c'était novembre ou décembre. Donc je savais qu'on décalerait un peu, mais on a vraiment tenu. Enfin, ils ont vraiment tenu. Bon, j'en fais partie, mais je veux dire, on a vraiment tenu les deadlines. J'avoue que c'était assez ambitieux, et les concurrents les ont pas tenus, les deadlines du tout. Se caler sur nos deadlines, et je crois qu'ils ont pris 1 an et demi de plus à faire les lancements. Mais donc c'était assez sport pour sortir quelque chose qui soit vraiment bien, vraiment très très carré,
et qui soit capable d'être lancé à tout le monde. Et donc, généralement, tu fais dans ta liste d'attente, tu la redécoupes et tu te dis, je vais le découper en pré-lancement, comme ça, je mets pas trop de gens d'un coup, sachant que je suis pas sûre que ça tienne. Que mon serveur tienne, des choses comme ça. Et j'avais dit, je veux pas qu'on fasse ça, je veux qu'on fasse la keynote, et on fait la keynote, et ensuite on dit qu'on ouvre les vannes, et là il faut que l'inscription ce soit sur la soirée, et pas quelque chose qui donne, parce qu'on a quand même un enjeu, et surtout à l'époque, de vraiment montrer, on parle de banque, faut que les clients nous fassent confiance, il faut du coup montrer dans l'image quelque chose de sérieux, et pas du coup pas montrer... le petit truc, de petit projet qui te dit, voilà, il y a 100 personnes cette semaine, 300 la semaine d'après, etc. Donc, on a juste fait Family and Friends. Je crois qu'on était une 50aine. Tout le monde a pris 2-3 ses parents, amis proches, etc. pour recevoir la carte début février. Tout le monde a fait ses tests. De toute façon, ça fonctionnait très bien. On a fait les derniers fixes pour être sûr. Et puis, je crois que c'est le 21 février. On fait la keynote en live. Keynote... C'est beau keynote, ça fait un peu classe, mais non, bref, on fait la visio en live avec les gens préinscrits, et on avait invité Lucie Pinson, qui est la fondatrice de Reclaim Finance, qui est une ONG, pour aussi expliquer tout ce qui est lié à la finance durable et surtout la finance pas durable. Et comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, mais qui était ancien, qui a travaillé au FMI et qui a aujourd'hui un fonds Pale Blue L dans l'impact. Et donc, je pense que c'était hyper stressant, personnellement. C'était assez stressant, et je crois qu'il y avait 1500 personnes connectées sur ce live, et à la fin, je dis... on vient de me dire que c'est bon, l'application elle est live sur les stores, vous pouvez y aller. Et voilà, et on finit. Et là, boum. Voilà, et on finit Et là, on sort le champagne dans le bureau. Allez, super, c'est enfin lancé. Vous suiviez le nombre de téléchargements. On sort le champagne en étant sur les ordi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y a eu tellement de monde d'un coup que problème qu'on avait, enfin c'est pas un problème, mais problématique qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on t'avait quand tu reçois le message, le mail pour te dire, pour vérifier que c'est bien ton email, tu vois, tu saisis le code, et le truc c'est qu'il y a eu tellement de gens en même temps que du coup c'était les boîtes mail, c'est pas les boîtes mail, mais ça mettait trop de temps à arriver. Et donc comme ça mettait trop de temps à arriver, les gens relançaient. Oui, et du coup ça fait pire, et donc on avait mis un temps trop court, je sais plus, tu avais 2 minutes pour recevoir le mail, et ensuite le code expirait, quelque chose comme ça. Puisqu'en fait, jusqu'ici, tout le monde avait rempli son truc en 2 minutes. Et donc la tech, l'équipe là, côté tech, qui était à Nantes à l'époque, et qui du coup en visio, dit « Ah zut, ok, on met à 10 minutes !» Franchement, c'est vraiment un problème nul. Oui. Et du coup, ça a été réglé en 3 minutes, donc c'était un faux problème, et ensuite, ça a roulé. Je crois qu'on a fait 800 personnes sur la première soirée. Ouais, sur les 3 premiers jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc très excitant. Donc ça, c'est plutôt les convaincus. Les très early adopters qui attendent une solution qui réponde à leurs enjeux parce qu'ils ont cette prise de conscience. Exactement. Et puis, tu as tous les autres. Et après, il y a tous les autres, et il faut y aller un peu en millefeuille. Ouais. En millefeuille, c'est-à-dire que les gens qui ont envie aussi de ce type de solution, il y a un processus aussi de compréhension. C'est un secteur nouveau. Tout le monde n'est pas aussi au même niveau de réflexion sur son impact environnemental, etc. Donc tout se jouait un peu en parallèle, c'est-à-dire que les sujets environnementaux commençaient à avoir beaucoup plus d'écho dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc des gens qui souhaitaient se former et trouver des solutions, enfin se former en tout cas, comprendre un peu mieux leur impact personnel et potentiellement essayer de le réduire. Et nous qui rentrions dans ce process-là où, en plus de la compréhension de la transition écologique, tu dois aussi comprendre l'impact de la banque sur le monde économique. Donc il y a double formation. Donc c'est des temps un peu plus longs de conversion. C'est assez logique, plus long que d'acheter un jean. Tu es en train d'ouvrir un compte. Mais ça, en fait, on a beaucoup
on a eu beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de gens qui nous ont recommandé. Et en fait, les gens au départ venaient vraiment pour l'impact, en se disant non mais en fait je viens de comprendre que j'ai un impact environnemental hyper négatif. Pour donner un ordre de grandeur, mais c'est vraiment pour pouvoir le comparer. Si tu prends l'impact carbone de ton compte en banque, quand tu mets, je crois que c'est 6 000 € sur un compte en banque pendant un an, c'est à peu près 2,5 tonnes de CO2. Donc c'est 2 allers-retours Paris-New York, et c'est quasiment un quart de ton empreinte carbone sur une année. Donc c'est colossal. Et en fait, cette prise de conscience-là, ça a amené beaucoup de gens à se dire non mais en fait, je ne peux pas laisser mon argent dans des banques qui sont pas du tout en accord avec mes valeurs, et donc je veux rapatrier mes comptes chez Helios. Donc ça c'est vraiment l'élément pour convaincre numéro 1. Mais en fait, on a surtout eu des très bons échos post ouverture de compte. Ce qui est nécessaire depuis le début. On se dit, par contre, on fait une boîte dans l'impact, évidemment, ça c'est notre cœur, mais on fait quelque chose dans le monde bancaire. Donc le produit, les services, ça doit être vraiment parfait. Enfin, on doit venir pour l'impact, rester parce que l'application est super, la qualité de service est géniale, les conseillers à qui je peux parler peuvent vraiment m'aider, et donc je suis satisfait. Et ça a vraiment très bien fonctionné, ce qui faisait que derrière, les gens se le recommandaient ou restaient. Restaient, mais en plus le recommander, ça a beaucoup aidé. Et c'est des gens qui, au départ, ont dit tiens, je vais ouvrir un compte là pour placer un peu d'argent là en plus, mais je garde mes comptes traditionnels. Est-ce que tu as des chiffres de gens qui ont tout switché chez vous, ou au contraire, c'est plutôt un compte complémentaire? Non, on a la majorité des clients qui sont sur du compte principal. Ok. Et du coup, au début, c'était un peu dur, un peu dur pour nous côté roadmap, parce que compte principal, c'est beaucoup d'exigences d'autres produits. Oui. Au début, on sort le compte courant, et là, tout le monde nous dit non, mais pourquoi vous n'avez pas de compte joint? Moi, j'aimerais bien avoir une version web pour voir mes comptes. Quand est-ce que vous sortez des comptes premium avec des assurances? Quand est-ce que vous sortez le paiement mobile? Enfin, en fait, il y a une liste énorme qui était hyper excitante, parce qu'on se dit, les gens sont vraiment motivés, ils ont envie que ça avance vite. Et nous, on avance, je pense qu'on a avancé, on a vraiment été... j'ai une équipe derrière qui a vraiment délivré et a été exceptionnelle, est toujours exceptionnelle, mais a été exceptionnelle dans les premières années, parce qu'en plus, c'est difficile de trouver les bonnes personnes dans les premières années. Et c'était jamais assez. C'est-à-dire, la blague en interne, c'est, je sais pas, là, qu'est-ce qu'on a sorti dernièrement? Par exemple, l'année dernière, on a sorti le compte premium. Oui, bravo, merci à tous, vous nous l'avez demandé, on vous sort le compte premium dans la journée. Ah super, quand est-ce que le compte premium est disponible pour les comptes joints? Quand est-ce que... Du coup, c'est drôle, parce qu'on se dit, ça montre un bel engagement. Mais du coup, ça demande ça demande à être vraiment très bon dans ce qu'on fait, et puis très rapide. Et il y a la partie entreprise aussi? Non, les indépendants. Les freelances, les gens à leur compte. Les gens à leur compte, eux, ils peuvent. Ouais. Tu disais tout à l'heure, on disait toutes les deux qu'on parlait de sans compromis dans le développement. Est-ce qu'il y a eu des moments où on a essayé de vous ramener vers un modèle plus bankable? Moins impact, tu veux dire? Oui. Où vous aviez votre ligne et on ne pouvait pas vous en déroger? Franchement, non, pas vraiment. Même pas du tout. Déjà, les clients, c'est ce qu'ils veulent. Deux, toute l'équipe qui nous a rejoints, c'est ce qui les motive. Et puis trois, moi, le monde des services de paiement, il est saturé. Et si c'est pour créer, d'ailleurs ça revient sur les sujets d'IA, mais si ça revient à créer une entreprise, une fintech, encore une néobanque qui a pour seul objectif d'améliorer l'expérience utilisateur en faisant des parcours UX, des meilleurs parcours UX. C'est des sujets des années 2010. J'exagère, mais où il y avait vraiment des besoins d'améliorer l'UX, être plus transparent dans ce qu'on pouvait faire et d'améliorer l'expérience utilisateur. Aujourd'hui,
toutes les banques, les banques traditionnelles, c'est bon, hein, elles ont réussi à faire des applications mobiles et web qui sont très bien. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais c'est très bien. Enfin, ça fait l'affaire. Donc, de créer un service de paiement uniquement pour pouvoir, pour moi faire des choses gadgets, je vois pas l'intérêt. Là, l'intérêt, c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans la banque, parce qu'on aurait pu faire des choses moins stressantes que le monde bancaire, moins réglementé, moins stressant. Il y a beaucoup de choses. Et puis on est sur on est sur l'argent. Hein. C'est des modèles qui sont vraiment très complexes, qu'on continue à découvrir aussi tout le temps. Si c'est pour faire quelque chose un peu gadget, moi je pense que en fait je sais que j'aurais pas la motivation de le faire assez longtemps déjà. Et c'était d'ailleurs toutes nos réflexions avec Julia. On s'est rencontrés quand on avait 20 ans à peu près. Et on a rêvé de faire des startups, je pense, une fois par semaine. On avait une idée de startup, enfin j'exagère, mais je pense à peu près. Toutes les vacances où on a fait des vacances ensemble, on finissait par par créer le deck sur papier. Mais d'ailleurs, je t'invite à mettre ton casque 2 minutes. Ah, il y a madame... Je pense que c'est le moment de passer madame Julia. Vous avez un message. Salut Maëva, c'est Julia, ton ancienne associée. Alors, je te pose cette question surprise pour que tu puisses partager ta passion pour la création d'entreprise et l'entrepreneuriat. Et donc, ma question plus précisément, c'est quels sont les projets que tu as lancés avant Helios ? La traîtresse. C'est vrai. En fait, c'est vrai qu'avant Helios, mais je sais pas si... Parce que je pensais pas à de l'entrepreneuriat avant Helios. C'était déjà, je pense que... Je pense pas qu'on parlait beaucoup d'entrepreneuriat à l'époque, mais j'ai toujours eu envie de créer des choses. En tout cas, j'ai toujours essayé de créer des choses et de mener des projets un peu de A à Z. J'avais fait... je crois que j'ai commencé au lycée, j'ai commencé à faire de la peinture. Voilà, de la peinture. Je crois que je me suis prise pour une peintre. J'ai lancé un site, j'ai fait une expo, j'ai fait une sorte de petit bouquin qui récapitule toutes les œuvres. Enfin, je suis allée un peu trop au bout par rapport à mon niveau de peintre. T'as vendu des toiles J'ai vendu des toiles. Ah bah tu vois. Ouais, non, mais c'était... mais ce qui est marrant, c'est que je sais pas... maintenant, ça me fait rire parce que j'avais 16 ans. Et c'était pas juste l'idée de peindre le dimanche et de m'amuser toute seule. Je m'étais dit, non, il faut que je fasse un site. Donc, j'avais appris à coder, j'ai fait mon site. Après, je me souviens à l'époque, pour payer des choses, il fallait intégrer PayPal. Je m'étais dit, évidemment, si quelqu'un tombe sur mon site et qui veut acheter une œuvre, il faut que je donne la possibilité de payer. Bref, j'étais allée au bout. Après, j'avais cherché des endroits pour pouvoir exposer. Enfin, je pensais... je sais pas, je pensais un peu plus loin, un peu trop loin. Et ensuite pendant mes études, j'avais essayé de lancer un site qui s'appelait comment ? Moi, ça n'a jamais vu le jour, mais qui s'appelait Locart, pour faire de la location d'œuvres d'art. En me disant naïvement, parce que je savais pas que ça permettait aussi de défiscaliser, d'avoir des biens. Tu n'avais pas cette notion-là ? Non, pas du tout. Moi, c'était pour l'art. Et je me disais, ce serait génial de pouvoir, pouvoir avoir des œuvres différentes dans ton salon, chez toi, et pas, en fait, acheter quelque chose qui coûte extrêmement cher. Et puis, en fait, devoir le garder 20 ans parce que ça coûtait tellement cher que tu veux pas t'en séparer. Exactement. Bon, ça ne s'est jamais lancé. Puis ensuite, j'ai rencontré Julia et en fait, on a tout de suite matché sur la partie entrepreneuriale où on n'arrêtait pas de parler de projets, d'idées, etc. Et on a lancé ensemble un projet qu'on a appelé Entreprise pendant un temps, qui s'appelait Un pan de mur, et qui voulait en gros faire le Yellow Corner du street art. Donc on a quand même signé avec 25 street artistes qui d'ailleurs sont super connus. Des fois je les vois dans la rue ou je vois dans leur expo et je me dis d'ailleurs t'as Jody Bona derrière toi, ouais. Tu vois, Jody Bona qui avait signé. Il avait signé avec vous. Ouais. et du coup on faisait, l'objectif, c'était d'immortaliser
des œuvres qui changent avec le temps, parce que le mur va évoluer, l'immortaliser à un temps T, pas forcément au début, ça peut être après 3 mois, etc., et puis pouvoir le mettre sur ton mur. Voilà. Bon, ça n'a pas marché, mais ça nous a bien fait marrer sur la fin de nos études. Et à la fin de ce projet, on s'est dit, moi je commençais mon stage de fin d'études, et on s'était dit avec Julia, bon, c'était sympa. Déjà, ça ne sera pas le projet de notre vie. Et ensuite, je pense qu'il faut qu'on apprenne comment ça fonctionne, une entreprise, comment les gens fonctionnent entre eux dans le monde du travail. Et puis un jour, on trouvera un projet qui nous fait tellement vibrer qu'on ira dedans à fond. Et vous l'avez trouvé. Et on l'a trouvé, mais il y avait un seul critère. Hein. Le critère, c'était... Enfin, un seul critère. Oui, c'est ça. C'était, est-ce que tu penses que dans 10 ans, t'es encore dans la boîte et tu t'ennuies pas? Alors moi, je m'ennuie assez vite, je pense. Et là, en parlant d'Hélios, on s'est dit, mais comment est-ce que tu peux t'ennuyer créant un acteur dans le secteur de la banque, avec des sujets environnementaux qui sont ultra mouvants et passionnants, qui parlent en fait, de tous les secteurs et qui ont des implications sur tout. Et voilà. Et du coup, je te confirme, 5 ans plus tard, je ne m'ennuie pas. C'était d'ailleurs peut-être pas le bon critère, parce que c'est sûr qu'on s'ennuie pas. Et du coup, ouais, non, il y a besoin comme ça de tâtonner, et à un moment, tu sens, en fait, je sais pas, tu le sens au fond de toi, ça, c'est vraiment ça qui va me faire vibrer. Ouais. Et puis tout fonctionne, en fait, dans la vision, parce qu'il faut s'amuser dans le travail, donc il faut trouver aussi un secteur qui nous amuse. Nous, on venait de la finance, donc en plus, on avait une expertise là-dedans. Et vous étiez déjà sur un terrain de jeu que vous connaissiez. Voilà, qu'on connaissait. Tu arrives avec une vraie valeur ajoutée aussi, en comprenant ce que tu peux faire. Pas juste, on va faire une banque durable, ça veut rien dire. Comment est-ce que tu fais ce type de financement et comment tu le mets en place vraiment concrètement? La vision, c'est bien, et après l'exec. Et derrière, c'est de dire, OK, quand je me lève le matin, ou même quand je peux raconter à des gens ce que je fais, j'ai rien à dire de plus que j'ai créé Hélios. Et en fait, on accélère, on essaie d'accélérer la transition écologique avec l'argent des Français. Et en fait, c'est tout. Je suis trop fière, voilà. Et ça se voit, ça s'entend. Et Julia, elle est plus avec toi dans l'aventure? Elle est plus opérationnelle, elle est restée actionnaire, elle continue à soutenir mon moral, et à me donner des conseils, et enfin je veux dire, elle est toujours impliquée, mais avec moi, par moi. Après, elle est plus opérationnelle, elle est partie dans des nouvelles aventures, toujours dans le climat d'ailleurs, voilà. Merci pour ce petit flashback sur les débuts. Moi, j'aurais juste fait un petit point maintenant sur la concurrence, parce que vous êtes plusieurs sur ce marché, et je serais curieuse d'avoir ton sentiment sur comment on se différencie. On a tous des sujets de visibilité, notoriété, des stratégies de déploiement. Certains font beaucoup parler d'eux. Dans l'image justement du consommateur qui fait pas trop toujours la distinction sur quelles sont les spécificités de l'un ou de l'autre. Comment on navigue sur ce sujet-là? Alors, je dirais que les points positifs, c'est d'avoir... la concurrence, c'est très positif pour la visibilité. Au départ, on se dit, oh non, il y a quelqu'un qui arrive à peu près en même temps que nous sur le marché. Est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif? Moi, mon sujet, c'était, il faut juste qu'on soit le premier à être lancé. Voilà. Et du coup, on a été... vous avez fait. Voilà, on était les premiers à se lancer. Mais en même temps, ça permet d'avoir aussi 2 acteurs qui font parler du sujet. Outre la marque, souvent, d'ailleurs, moi, perso, quand j'entends des émissions sur des concepts ou des entreprises, j'ai du mal à me souvenir du nom de la boîte. Ce que je vais taper derrière, c'est du coup, je sais pas, banque écologique. Après le podcast, je vais avoir oublié Hélios, Maëva Courtois. Je vais taper, c'était quoi? Non, on va le répéter. Ouais. Hélios, Maëva Courtois. Hélios, Maëva Courtois. Non, mais tu vois, et en fait, tu te souviens de l'idée générale, et après, tu retombes sur les sites. Donc, en fait, c'est quand même très bénéfique en termes de notoriété, de faire passer le message. La pédagogie, elle est importante, et du coup, d'être à plusieurs, c'est bien. Vous travaillez ensemble d'ailleurs sur certaines actions, je sais pas, de lobbying, de prise de conscience? Alors,
ça dépend un peu des acteurs. C'est-à-dire que si je prends des concurrents vraiment directs, on a... il y a l'ANEF qui est sur le secteur de manière historique, mais qui propose plutôt de l'épargne. Il y a Crédit Coopératif qui, là, est vraiment une banque coopérative à part entière, qui est là depuis un certain temps aussi. Et plus jeune, tu as Gringot qui est du coup un peu positionné de manière assez proche de nous. Alors avec beaucoup de différences, c'est un peu compliqué de tout expliquer, mais beaucoup de différences en fait dans le factuel. C'est-à-dire que nous, on a vraiment fait un montage financier qui nous permet d'utiliser les dépôts comme une banque pour faire les financements dans l'impact. Donc on a fait plus de 10 millions d'euros de financement dans la transition écologique. Eux font plutôt comme une SAS normale et se disent en fait un peu one person for the planet. Je vais déployer une partie de mon chiffre d'affaires pour financer des assos ou des choses comme ça. Et donc alors j'ai pas les derniers chiffres, mais il y avait un article de Vert qui donnait un temps T, c'était peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça faisait le ratio il est énorme, c'est-à-dire que si tu prends du chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires c'est pas scalable dans le sens où c'est pas par rapport au nombre de clients et à la force aussi du collectif que tu peux avoir de l'impact, mais c'est très louable, mais c'est du chiffre d'affaires. Les dépôts, c'est ça qui est beau, c'est que tu as un effet de levier conséquent. Plus il y a de gens, plus il y a d'argent, plus on peut financer des activités pro-climat, mais sans que c'est d'impact du tout sur le client. Il ne paye pas plus cher, il n'y a pas plus de risques, il n'y a pas moins de rentabilité, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, c'est $1 pour le client. Donc je crois que le ratio à l'époque, on avait 6 millions d'euros de financement vers des boîtes de l'impact, et Gringot, il me semble que dans l'article, c'est genre 150 000 euros, pardon. 150 000 euros. Donc tu as un ratio de fois 30 sur ce type de modèle. Mais donc voilà un peu le paysage concurrentiel. On a on avait réfléchi avec le Crédit Coopératif à faire des actions communes pour, surtout en fin d'année dernière, pour pouvoir aller pousser sur des sujets de visibilité et pousser aussi, être accompagné aussi d'ONG pour demander aux banques traditionnelles d'être plus transparents sur leurs activités et surtout d'avoir des vrais plans de réduction de financement des énergies fossiles. Ensuite, on travaille avec Goodvest, alors là qui est pas qui est pas en concurrence directe, mais qui est en complémentarité. Voilà, exactement. Avec Joseph, on s'est rencontrés en 2020 par hasard. Il allait commencer Goodvest, mais il finissait en fait son mémoire, je crois, à HEC, et sur Goodvest. Et quand il m'a eu au téléphone pour nous poser des questions sur le modèle, etc., d'Helios, qui avait été lancé quelques mois auparavant, mais je lui dis, mais en fait, Joseph, pourquoi tu veux pas venir faire l'assurance vie chez nous ? De toute façon, on va la lancer, l'assurance vie. C'est juste que là, on se concentre sur les comptes du quotidien, mais on va lancer l'assurance vie. Et il m'avait dit, non, je veux être mon propre entrepreneur. Je dis, c'est très louable, mais un jour, on se retrouvera. Et du coup, on s'est retrouvés quelques années plus tard. Parce que les clients veulent qu'on leur propose de l'assurance vie. C'était cohérent. On a commencé à proposer des comptes joints, des comptes étudiants, de l'épargne. Donc en fait, l'assurance vie, c'était dans la logique des choses. Et en fait, je me suis dit, il y a différentes façons de se développer. Soit on fait tout par soi-même et du coup, tu as le risque d'être un peu moyen partout. Mais bon, tu fais tout par toi-même. Soit tu regardes avec quel type d'acteur tu peux créer des synergies. Des synergies et du coup t'unir pour décupler les forces. C'est-à-dire qu'avec Joseph, lui, sa spécialité, c'est l'assurance vie. Si demain je lance une assurance vie, ce sera sûrement très très bien. Mais ça serait beaucoup de travail pour arriver à avoir le même niveau que ce qui a été fait chez Goodvest. De l'autre côté, c'est pareil pour lui. Lancer des comptes, c'est pas du tout son activité. C'est complètement différent et donc ce serait difficile de lancer ce type d'activité. Donc en fait, c'est le bon moment et je pense que c'est aussi une façon de montrer que dans l'impact, il y a la concurrence. On n'est pas c'est pas un monde de bisounours, mais c'est quand même une façon de revoir peut-être les schémas de écrase-moi pour pouvoir avancer plus vite. Ouais, c'est ça, mais en fait, il y a parfois des synergies qui travaillent bénéficient ensemble des deux côtés.
soyons productifs ensemble. Et donc, on s'est alliés à Goodvest en 2022 ou 2023 pour accélérer. Mais donc, avec les autres acteurs, il y a eu assez peu d'autres... synergies à un moment donné. Et la banque traditionnelle, elle vous tourne autour, elle vous parle? Bon, elle vous regarde. Oui, c'est ça. On se rencontre à des événements. C'est très cordial et très cordial, heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. C'est des gens polis, quand même. Non, mais des deux côtés, parce que je veux dire, on n'est pas en confrontation. Nous, on a plutôt... moi, je vois Helios comme un lièvre aussi dans le secteur. C'est une façon de tirer le secteur vers plus d'écologie et les aider à aller plus vite. C'est ce qui a été fait dans le numérique dans les années 2010 avec des acteurs comme Revolut, N26 qui arrivent et qui disent vos frais sont très opaques, il y a des coûts pour le consommateur qui sont scandaleux. Et en plus, vos UX sont... on peut rien faire sur vos applis. Donc, en fait, le client est complètement bloqué chez vous. Et ce qu'ils ont apporté, c'est de forcer aussi ces acteurs, de montrer que c'était possible d'avoir des banques avec une belle UX, des produits transparents, une autonomie dans sa gestion quotidienne. Et donc, ça a forcé aussi le secteur à se transformer exactement. Et de l'autre côté, nous, on veut montrer que c'est possible d'avoir des banques à impact et qu'aussi le consommateur cherche à avoir ce type de solution. Donc, qu'il y a une opportunité pour la banque traditionnelle de se transformer. Et du coup, on prend le risque pour eux. C'est le principe des startups. C'est le principe. Qu'est-ce que tu dirais au monde bancaire si tu pouvais l'arrêter 30 secondes, là? Tu vois, là, dans les 30 prochaines secondes, je dis à toutes les banques de France et de Navarre de s'arrêter et tu as un message à leur délivrer droit dans les yeux. Quelle pression. Pour moi, le message est clair. Je comprends que chaque personne qui travaille dans une banque, ce soit son métier. Justement, je leur demanderais de faire un petit pas de côté, peut-être prendre du recul, sortir de, comme quand on te dit en méditation, sortir de ton corps, te regarder un peu d'en haut et te dire, ok, il faut faire ça parce que c'est mon travail, mais est-ce que quand je réfléchis à ce que je fais, je trouve que je fais des choses bien et que c'est cohérent avec ma vision du monde, avec ce que j'aimerais créer. Et du coup, se dire que évidemment, on n'est pas 100% moteur, ça dépend des postes, etc. Mais que chacun peut quand même avoir un petit impact, convaincre son collègue, convaincre son voisin, et petit à petit faire remonter ça à des organes de direction pour que le changement, il se passe pas en 2 semaines, il se passe pas même en 2 ans, mais que dans 10 ans, on puisse se dire, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai essayé de faire. J'ai enclenché quelque chose dans mon service, voilà. Donc de se rendre compte qu'ils sont pas dans un secteur neutre. La banque, j'ai dit tout à l'heure, mais la banque c'est pas neutre, c'est pas juste je vends une paire de chaussures, donc il y a un impact environnemental sur la paire de chaussures, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui n'a pas cet effet de levier de tout ce qui va être construit dans le futur. Et donc, de se redire, un peu comme des gens qui travaillent dans le public, qui ont des énarques qui d'ailleurs sont très fiers de faire des missions d'ordre public, se dire, là, est-ce que je suis fier de ce que je peux apporter aussi à la société avec mon humble rôle dans la banque. Je l'ai dit en introduction, hier, vous avez annoncé un rapprochement avec United, d'ailleurs, qui était venu dans la première saison de 40 nuances de Next. Vous parlez de champion européen de la banque digitale responsable. Pourquoi cette ambition européenne? Qu'est-ce que vous voulez faire? Raconte-nous. Alors, on va pas faire un épisode cash-out dans 40 nuances de Next. Thomas est venu, je le dis pour nos auditeurs, avant qu'on enregistre, pour te tendre la perche. Dire, tu viendras raconter cette histoire d'un cash-out. Mais en tout cas, on peut peut-être avoir un avant-goût. Ah, bien sûr. Donc, Helios, ça fait 5 ans que j'ai monté Helios, en 2020, début 2020. Et comme je le disais, un peu même avec Goodvest, j'essaie de m'ouvrir aux meilleures possibilités pour l'entreprise.
Donc, j'ai regardé la possibilité de faire une levée de fonds. On aurait fait une très belle série A, sans donner plus de détails, mais on aurait fait une très belle série A. Et en fait, avec United, on discute ensemble depuis 2021 sur des sujets produits, sur des intégrations de prêts. Comme je le disais, mes clients sont très exigeants et en fait, si on veut pouvoir répondre à tous les besoins, il faut à un moment qu'on puisse proposer du d'autres prêt. solutions. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, on propose les comptes du quotidien avec ce que je disais, compte courant, compte joint, compte premium, de l'épargne, de l'assurance vie, donc tout le bloc épargne. Et du coup, un bloc qu'il faut développer, c'est toutes les activités de prêt et d'accès à des solutions de crédit pour nos clients. Donc ça, on discute avec eux depuis 2021. Puis c'est des projets en gros, on a les specs. Ça avait été un peu dépriorisé en 2022 en se disant on va plutôt lancer de l'épargne, on verra après pour le prêt. On s'est reparlé l'année dernière parce qu'ils avaient lancé leur offre de prêt vert. Et donc là, on s'est dit ça serait super intéressant, sachant qu'en plus, ils étaient en train de développer de l'épargne verte qu'on aurait pu proposer à nos clients. Donc voilà, là, c'est vraiment des sujets de synergie produit où on se retrouvait beaucoup, où en fait, tout ce qu'on fait, United ne le fait pas. Et tout ce que United fait, Helios ne le fait pas. Donc là-dessus, c'était assez marrant, parce que même sur des sujets un peu plus annexes, il y a un sujet qui me tient à cœur et que je pousse depuis 2 ans dans l'équipe, c'est de développer des outils d'aide à la gestion financière, mieux comprendre comment je mets de l'argent de côté, aider des gens à mettre un peu d'argent de côté. Donc, on a sorti plusieurs outils. Et parce que ça, on n'est quand même pas très doué en France sur l'éducation financière qui est faite nulle part. Non. Et alors encore plus chez les femmes. Ouais, je sais qu'il y a certaines solutions qui sont mises en place, notamment celle de RL Tassin. Mais c'est vrai qu'on a un vrai trou dans la raquette sur ce sujet. Oui. Et en plus, ce qui existe, c'est des sortes de formations Excel où tu dois re-rentrer toutes tes transactions à la main. Ce qui ne te donne pas très envie de le faire, en fait. C'est un peu c'est un peu contre-productif. J'ai vu une amie qui faisait ça, elle commence à remplir tout ce qu'on avait fait dans la journée. Ouais. Je me dis, tu fais quoi? Elle me dit, je rentre et après, comme ça, moi, je recatégorise, je comprends, etc. Je fais, mais en fait, dans le budget, sur ton compte Helios, tu peux déjà voir tout ça par typologie de dépenses, tu peux les flaguer, il y a plein de choses. Donc, on a beaucoup développé cette partie-là. On a lancé un programme de fidélité qui permet d'avoir des réductions à chaque achat. C'est à peu près 6% de réduction auprès de marques éco-responsables. Ouais. Le plus gros partenaire, c'est SNCF. On en a plein d'autres, 120 à peu près, donc dans tous les secteurs, pour t'aider après avoir fléché ton argent, ton épargne vers la transition écologique, comment est-ce que tu flèches l'argent de la conso vers des boîtes aussi qui sont plus responsables. Et en fait, United a aussi tout un bloc qui s'appelle Coach United, qui est complètement complémentaire aussi, parce que ça, on ne le fait pas, qui scanne toutes tes dépenses et ils veulent vraiment développer cette partie-là. Donc, c'est plus annexe, mais ce qui est marrant, c'est que sur tous ces sujets-là, je me suis dit, mais tout reboucle vachement bien, l'équipe est super. Et en fait, en termes d'ADN, c'est-à-dire aussi ce qu'ils ont voulu mettre en avant et ce qu'ils ont créé dans le crédit, du crédit beaucoup plus responsable. Je pense qu'ils font partie des acteurs les plus responsables dans le crédit, parce que quand on pense crédit, on peut avoir un peu des a priori sur qu'est-ce que ça va financer. Ça va financer ce que le client veut financer. Et le vrai sujet dans le crédit, c'est tout l'aspect un peu plus social. C'est-à-dire, ils ont fait partie des premiers à donner accès au crédit à des populations qui avaient moins accès au crédit. Ils ont décidé de ne jamais se positionner sur tout ce qui a très bien marché il y a 5-6 ans sur les paiements fractionnés, le BNPL, etc., qui sont des crédits qui risquent de mettre quand même en défaut les personnes qui souscrivent, avec en fait des coûts fixes qui sont assez énormes. Ça, United a jamais voulu se positionner là-dessus, justement pour l'aspect transparence des frais et le fait que ce soit un peu limite au niveau réglementaire. Et c'est un des seuls acteurs aussi qui a décidé d'être depuis le début réglementé. Donc en fait,
Nous, j'ai jamais réussi à trouver comment est-ce que avec Helios on pouvait apporter cette partie sociale. J'ai toujours voulu qu'on soit vraiment aussi engagé sur le social, mais je voulais pas qu'on brouille le message. C'est-à-dire que je ne demande pas aux clients d'investir dans des activités. On n'est pas une ONG, on ne leur demande pas de faire du don. Je voulais vraiment qu'il y ait une bonne distinction entre les deux sujets. C'est le rôle de la banque. C'est pas le rôle du consommateur. Enfin, il peut le faire évidemment, hein, mais dans ce cas-là, c'est pas Helios qui est durable, c'est le consommateur qui est engagé. Donc, on a toujours décidé de reprendre le modèle de la banque, dire juste, il y a des dépôts, on a des dépôts qui nous ont été confiés, et une partie de ces dépôts, je les utilise pour financer la transition écologique. Très bien. Mais comment est-ce que j'arrive à apporter aussi, accompagner peut-être des populations un peu plus défavorisées, apporter de l'aide aussi dans des situations un peu plus complexes. J'ai eu pas mal de clients qui me disent vous pouvez pas m'aider là, ces mois-ci, pour les prochains mois c'est un peu galère. Et genre, à part te faire l'abonnement gratuit, j'ai pas beaucoup plus j'ai pas plus de possibilités pour t'aider. Et donc il y a aussi cette partie vision ADN commun où on s'est dit en fait ensemble on peut vraiment faire un acteur engagé sur tous les socles, sur le socle environnemental, sur le socle social. Et ensuite, on match très bien aussi au niveau techno et vision technologique où ils sont très performants sur toutes les normes, PS2. Et nous, une boîte résolument tech, on a réinternalisé toute la tech. C'est vachement tôt pour une boîte de notre âge. Réinternaliser toute la tech, une partie du réglementaire, etc. Et donc, c'est aussi l'occasion d'aller, d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, parce que dans ce secteur-là, soit il y a des champions dans le paiement, donc des néobanques vraiment qui fonctionnent très bien et qui ont cette expertise-là, soit il y a des champions dans le crédit. Et des deux côtés, hein, quand on essaie de lancer l'autre activité, c'est toujours un peu compliqué. Parce que faire du crédit, c'est complexe. Et en fait, pour un acteur du crédit, faire du paiement, ça n'a rien à voir. Et donc, c'était... Vous avez allié le meilleur des deux mondes. C'est ça. Et puis moi, pour Helios, c'est la possibilité là, de passer une grosse étape. On passe aussi dans un autre jeu. Ouais, exactement. Un autre terrain de jeu. Exactement. Avec des velléités européennes. Ouais. Quand aujourd'hui, vous étiez que sur la France. Exact. Là, la possibilité... On avait pour objectif de se lancer à l'international en 2026. United est déjà présent en Espagne, Italie, Portugal, en plus de la France. Et puis, des avantages aussi au niveau de la réglementation. United a la licence de crédit. Oui. Et donc, à terme, on pourra profiter d'avoir une licence ensemble pour pouvoir avoir vraiment la licence bancaire et puis être complètement autonome sur la gestion de nos flux, du paiement, de la gestion d'un compte, on va dire, à terme, jusqu'au financement d'activités durables. Donc, donc je pense qu'avec toutes ces complémentarités et puis un peu le meilleur des deux expertises, on a la capacité vraiment là d'être au niveau européen un acteur qui, à mon avis, qui peut vite passer dans les champions de sa ligue. Voilà. Et on a hâte d'avoir la suite de l'histoire, que tu viens de nous la raconter dans Cash Out ou à nouveau dans 40 Nuances de Next. On a hâte de suivre ce rapprochement. Et je vais lancer un petit jingle qui est Moi Président. Donc comme tu n'as pas le casque, tu n'as pas entendu. Tu l'as entendu d'ici, voilà. Donc parce que c'est notre projet. Quel serait toi ton projet ou en tout cas ta première mesure si demain matin tu te réveillais présidente de la République? Alors je trouve cette question extrêmement complexe, mais je veux pas dire quelque chose de très concret, voilà, mais un des sujets sur lesquels j'aimerais à terme pouvoir avoir de l'impact, c'est sur l'information les médias, le fait d'avoir une information qui soit juste, bien diversifiée. Et je pense, depuis quelques mois, années,
Je pense qu'on commence à voir vraiment un monde complètement Très clivé. scindé, exactement, et qui se joue grâce et à cause de nombreuses choses, les réseaux sociaux évidemment, où en fait on voit toujours des gens qui sont d'accord avec nous, on suit des médias qui sont aussi d'accord avec nos idées, etc. Mais en fait, ce qui est assez... on avait voulu faire une tribune, elle est sortie à moitié, mais une tribune là-dessus sur mobiliser l'argent aujourd'hui qui est détenu par plusieurs multimillionnaires / milliardaires. Donc là, je fais référence en partie à Elon Musk, mais juste parce que ça donne une image un peu simple à visualiser, qui détiennent du coup des médias, des réseaux sociaux et qui arrivent à pousser leur idéologie au plus grand nombre via en fait, de l'information qui est complètement biaisée. Je trouve ça très dangereux. Donc, en tant que présidente, je ne sais pas exactement comment ça serait matérialisé, ce type de mesure, mais travailler sur l'information qui est mise à disposition et réussir à un peu réaccorder les foules, faire en sorte que les gens puissent avoir des avis contraires. Je trouve ça super important. Alors, pour te donner un exemple, il y a 3 semaines, je suis allée regarder tous les comptes de masculinistes pour mieux comprendre ce qu'ils disaient, en fait. Qu'est-ce qu'ils sont en train de... Quelle est leur... peut-être qu'il y a des idées que je pourrais comprendre, une logique que je peux comprendre. Bon, la réponse est non, mais parce que j'avais commencé par un podcast de France Inter qui explique l'idéologie masculiniste, etc. Et je me suis dit, non mais c'est hyper biaisé. Donc je vais essayer d'aller vraiment me faire un avis contraire, aller voir vraiment, comprendre ce type de personnes. Donc bref, je pense que... au niveau... Mais très peu de gens font cette démarche que tu fais, parce que chacun est dans sa bulle cognitive, et donc on va pas plus loin. T'écoutes les gens qui pensent la même chose que toi, et tu te dis, mais je comprends pas. Tu vois, par exemple, à Paris, c'est la blague depuis 15 ans. Mais comment c'est possible que des gens votent RN ? J'en connais pas. Et parce qu'à Paris, oui, tout le monde est dans sa petite bulle, et donc c'est intéressant de quand même de comprendre, de s'ouvrir, de comprendre et de comprendre ce qui se trame en termes d'influence et donc aussi derrière d'aller donner accès à une information diversifiée aux gens. Donc je sais pas comment ça se fait concrètement, mais en tout cas essayer de redonner, retravailler le sens critique. Voilà, et puis essayer de faire en sorte que les gens se fassent un peu la paix entre eux. Je pense qu'il y a la plupart des guéguerres d'opinion et d'avis ont absolument aucun sens. Et d'ailleurs, c'est le cas dans l'impact. Tu vois, genre ça peut... des gens qui font des choses super, et parce que, soi-disant, c'est pas vraiment exactement aussi super que ce que le plus blanc dit qu'on doit faire, c'est pas suffisamment bien, donc ça passe. Il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps à essayer de casser du sucre sur pourtant des personnes qui mettent pas mal d'énergie à essayer de faire bouger les choses. Ouais. C'est pas parfait, personne n'est parfait, mais au moins ça fait bouger les choses. Ça revient à mes banquiers, on n'est pas parfait, mais une petite impulsion, si on est tous ensemble, ça commence à faire une grosse vague. Du papillon. Voilà. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Là, c'est la partie on parle de vous. Tu évolues dans un monde qui est encore très masculin, très codé. Tu t'es déjà sentie mise à l'épreuve, non pas pour tes idées, mais sur ta posture, ton autorité, qui t'étais ? J'ai pas eu l'impression, moi, mais je pense qu'il y a des choses que j'ai pas regardées spécialement. Parce que ma RH, Perrine, me posait la question. On est en train de travailler aussi le Culture Book, etc. Et en fait, je lui disais, je pense qu'aussi les gens qui nous rejoignent, les hommes aussi qui nous rejoignent et qui acceptent que je sois du coup la boss, il y a déjà un biais énorme. Oui. Ils acceptent d'avoir une femme boss. Voilà. Donc, j'ai pas de... en tout cas, dans l'équipe, jamais ressenti aucune problématique. Mais je pense qu'il y a le biais est juste... Et à l'extérieur ? Et à l'extérieur, peut-être un peu plus en VC ou dans les événements un peu corpos avec des gens dans la banque plus traditionnelle.
Déjà, je suis quand même jeune, et 2, oui, je suis une femme, donc moi, je le vis pas comme ça. Enfin, je vois pas que je suis jeune. Tu te définis pas comme ça. Je vois pas que je suis jeune. Je me dis, on est les mêmes. Enfin, mais des fois, je sens un peu de. Enfin, j'avais senti ça. Je me souviens d'un tour, d'un rendez-vous avec un VC. Et je sais pas, il y a une sorte de condescendance un peu ultra gênante. En vrai, j'ai failli partir, je me suis dit, c'est gênant. J'arrive dans son bureau, il a les pieds sur la table, on aurait dit un mauvais film. Il prend un call, pendant qu'on est là, il nous dit même pas bonjour. Je dis, ça va, c'est quoi c'est un petit peu de respect. Mais généralement, franchement, je peux pas dire que j'ai ressenti des désagréments plus que pourrait le dire, je sais pas, quelqu'un aussi qui est juste jeune aussi. Donc pas Tout à l'heure, tu parlais lors de cette fameuse première visio de légitimité. C'est des sujets souvent qui reviennent chez les femmes entrepreneurs, la légitimité, le sentiment d'imposteur, etc. Est-ce que c'est quelque chose contre lequel tu as dû un peu te battre ou au contraire, tu dis non, j'y vais, allez go, c'est moi, c'est bon? Alors perso, pas du tout. Mais parce que après, quand je fais quelque chose, j'essaie vraiment d'être sûr aussi de ce que je fais. Et puis aussi, je vois que la plupart des gens font des choses, tu vois très bien qu'ils sont pas du tout légitimes, et c'est pas grave, ils font. Voilà, c'est pas. C'est vrai que ça, en ce moment, on en voit beaucoup sur LinkedIn. Ouais, ça, bon, ça pour le coup, je respecte pas trop. Mais bon, ils le font. Mais du coup, quand toi, tu sais que t'as de l'expertise et surtout que t'as un esprit justement critique qui est capable de s'améliorer. Moi, je demande beaucoup l'avis. Alors pas à tout le monde, hein, mais quand, par exemple, si je faisais ça au départ avec Julia, je disais j'ai fait une présentation, tu me donnes pas ton avis direct derrière parce que ça va m'énerver, mais par contre tu me fais le retour peut-être le lendemain ou 2-3 heures plus tard, et là je suis preneuse parce que évidemment qu'il faut qu'on s'améliore et il faut que j'ouvre mes chakras, et j'aime bien avoir des avis un peu divergents. Ça permet de te rendre compte qu'en fait je suis une mathématicienne, donc je fonctionne un peu. Tu as ton set d'hypothèses, et donc dans ton set d'hypothèses, ça te permet derrière tu rentres ça dans ta matrice, là, enfin dans ta machine de calcul, et ça te permet de t'amener à quelques conclusions. Le vrai problème, c'est que souvent, tu n'as pas suffisamment d'hypothèses ou tu n'as pas les bonnes hypothèses. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'aller chercher auprès de tout le monde le plus d'hypothèses possible, avec potentiellement un peu d'avis en désaccord, même si parfois, tu n'as pas envie de les entendre. Mais et donc, oui, moi, personnellement, je n'ai pas trop senti ça. Par contre, c'est des sujets dont j'ai parlé plusieurs fois avec les filles de mon équipe, en leur disant, des fois à des événements Helios, les événements de Noël, etc. Je crois que j'avais dit ça aux événements de Noël juste avant les primes et réévaluations, mais j'avais dit non mais je suis un peu étonnée, les femmes qui postulent par rapport aux hommes, même poste, hein, il y a une sorte de surconfiance quand ils arrivent, les hommes, les hommes, en plus il y avait pas mal de jeunes garçons, ce qui me faisait rire, il n'y avait même pas eu le biais, tu vois, de travailler, du coup d'avoir plus confiance, parce que peut-être carrière où on leur a donné plus confiance. Non, mais j'ai ressenti souvent beaucoup de très confiant. Non, mais moi, dans un an, je veux manager. Je dis, ça va, t'as 23 ans, dans un an, tu veux manager. Et, pourquoi pas, mais c'est juste que moi, et les femmes, justement, un peu trop le contraire. Alors, sans faire des généralités, mais en tout cas, une majorité dans les deux sens. Oui, à me dire, ça, par contre, je sais pas faire. Donc, voilà, mais on s'en fiche. Tu sais pas faire, tu vas apprendre. Je veux dire, c'est une mini composante du poste. Je prends pas quelqu'un qui est spécialiste ou technicien sur ce poste-là. Je prends un profil chef de projet qui est capable de s'adapter, d'apprendre, d'évoluer. Et donc j'aurais dit, je suis étonnée parce que rien que pour, c'est souvent pour le. Je pense que c'est pour le jeu ou pour l'image. J'avais essayé de tenir un peu de stats, mais les hommes me demandent, tu proposes un salaire. Et même si c'est pour 1 000 € en plus, ils négocient. Ouais. Oui, non, 40, je prends un chiffre au moins, chiffre rond, 40 000, non, bon, moi je voudrais 41 000. D'accord. Bon. Du coup, est-ce que tu dis 1000 de moins quand t'es un mec en face, tu sais qui va te demander à un moment, je me suis
Je me suis posé la question, je me suis dit, en fait, on devrait juste mettre 1000 de moins pour les mecs, et puis en fait, réadapter, parce que de toute façon, ils vont demander, ou à peine négo, tu leur remets. Ouais. Et les femmes ont beaucoup moins négocié. Donc, et on ont tendance à dire merci. Ouais, c'est ça. Elles font, je vais réfléchir, et elles laissent même pas le temps réglementaire nécessaire, tu vois, pour faire semblant qu'elles ont douté. Allô, oui, c'est bon, j'accepte le poste. Non, mais du coup, j'avais dit aux filles de l'équipe, non, mais faut négocier. Faut négocier un petit peu quand même. Elle me dit quoi ? Du coup, j'ai eu le droit au négo après. C'est ça. Je lui ai dit, c'est bien. Négociez pas trop non plus, n'abusez pas. Mais c'est bien, négocier un peu. Tout à l'heure, tu nous as parlé de des premières entreprises que tu avais montées. À quoi tu rêvais, petite fille ? Tu t'imaginais où, quoi, comment ? Alors vraiment, je sais pas. Je crois que j'ai longtemps voulu être architecte. Ouais. Et puis aucune école ne m'a acceptée. Je suis là aujourd'hui. Non, mais ouais, architecte me plaisait bien. J'avais l'impression que c'était un peu un poste d'inventeur. Parce que moi, je pense vraiment que je me souviens plus trop de cette époque, mais entrepreneur, ça n'existait pas vraiment en fait. Enfin, si, mais c'était un peu. C'était très lié aux maçons. Oui, c'est ça. Ou le chef d'entreprise, ouais. TPE, mais tu voyais pas trop. Enfin, ça faisait très. Projet industriel assez spécifique. Donc en fait, oui, je pense que j'avais fait mon stage de 3e, le truc d'une semaine dans un cabinet d'architecte. Je voudrais trop être architecte, parce que j'avais l'impression que tu pouvais être créatif, que c'était un métier qui est allié créativité et rigueur quand même. Il faut que ton immeuble ou ta maison, elle tienne. Et donc ça me plaisait beaucoup. Et en soi... en soi, c'est un peu ces 2 points qui ont un peu guidé tout ce que j'ai fait. J'ai toujours cherché à avoir des choses créatives et en même temps, j'ai un esprit très logique. Donc, comment est-ce que tu innoves au sein d'un cadre spécifique ? Et je trouve ça intéressant parce que la banque, t'es sur un secteur réglementé, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas sortir de la ligne. Exactement. Mais c'est très bien. Et donc, comment est-ce qu'en fait tu joues avec les règles du jeu ? Les règles du jeu, c'est ça, je le changerai pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas le pouvoir personnellement de le faire. On est dans un monde capitaliste. L'argent permet de développer les activités futures. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour en fait garder ce cadre ? Parce que j'ai pas la main là-dessus. Mais il y a un petit peu innover et c'est de trouver une solution pour aller financer ce que tu veux et puis trouver de la créativité, mais dans le cadre. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Et autour de toi, tu avais des exemples de créatifs, d'entrepreneurs. Tu savais pas forcément que ça s'appelait comme ça, mais... Non, pas trop. Créatif, pas du tout. Enfin, pas du tout. En tout cas, je connais personne qui en a fait sa carrière. Tes parents n'étaient pas peintres ou... Non. Mon père peignait un peu. C'est lui que j'ai pris le truc. Ma mère faisait un peu de sculpture, mais bon, les activités du dimanche, quoi. Et non, pas du tout d'entrepreneurs dans la famille. C'est pour ça que Et plutôt des scientifiques, quand même, parce que tu allais dans cette voie après ? Non. Si, mon père a fait un bac S, je pense, mais pas de, en tout cas pas d'ingénieur, pas de scientifique à proprement parler. On fait des métiers assez simples, hein, donc non, mais en vrai, je sais pas trop comment les choses sont arrivées. Je pense que c'est ton parcours à toi, finalement. Voilà, c'est ça. Et après, où tu as appris les codes au fur et à mesure de tes expériences. Oui, et puis c'est vrai que, en fait, donc moi, en école d'ingénieur, on parle pas beaucoup de tout ce qui est création d'entreprise. D'ailleurs, je trouve ça un peu... ça change un tout petit peu. Oui, un petit peu, mais c'est quand même... Ça n'a rien à voir. Mais on n'en parle pas beaucoup. Non. Et c'est marrant, parce que donc moi, je rencontre Julia en 2014, et en fait, elle venait d'intégrer HEC. Et des fois, je lisais un peu ses cours, je passais plusieurs fois sur le campus un peu pour voir, et je me dis, mais c'est dingue, c'est génial, ils arrêtent pas de parler, même ils parlent trop, mais c'est génial, ils ont une sorte de vivacité de tout est possible. Je crois que c'est ça leur tagline, j'ai oublié. Oui, c'était un truc autour de ça. Oui, bref, tout est possible, et
je sais pas, je trouvais ça hyper beau. Et en même temps, je me disais, mais c'est génial que je sois ingénieur parce que les ingénieurs, c'est ceux qui créent des choses. Et d'ailleurs, j'adore cette histoire parce que je la dis beaucoup aux équipes pour vraiment faire une belle cohésion et une union, tu vois, des forces. Parce qu'en fait, généralement, les équipes tech sont snobs des équipes marketing, com, etc. En disant, bon, qu'est-ce qu'ils apportent? C'est nous qui créons tout. Et les équipes market com font ils sont bizarres. Voilà. Donc, tout mon sujet depuis 2020, c'est tout le monde va apprendre, enfin, va comprendre en fait le travail de l'autre. Évidemment, vous ne saurez pas le faire, mais au moins comprendre et être ouvert. Et en fait, la première phase d'Helios, ça a été très tech quand on a embauché les gens. Donc, il y avait quasiment que des techs. Oui, c'était créer l'application, mettre en place tout le système derrière, etc. Et donc, j'ai eu un peu peur à un moment qu'il y ait aussi une incompréhension de si on a un super produit, en gros, on le vend. Et moi, c'est ce que j'avais dit à Julia, justement, quand on s'est rencontrés et qu'on parlait un peu d'entrepreneuriat. Je lui ai dit, non, mais j'ai pas besoin de toi, moi, pour lancer une boîte. Si un jour je lance une boîte, à quoi tu sers? Parce que moi, je suis ingénieur, je sais créer les choses. Je sais créer quoi? Je sais pas, mais je sais créer. C'était sur du code, je pense, mais je sais coder, je saurais développer un produit, alors que toi, je sais pas. Et elle t'avait répondu quoi? Et elle m'avait répondu allez, deal, tu lances ton super produit là, que tu codes pendant des mois, des années, sans jamais d'ailleurs parler à un consommateur. Tu codes le meilleur, soi-disant la meilleure app du monde avec une tonne de fonctionnalités. Elle me dit, moi je fais une app simple. Les 3 meilleures fonctionnalités choisies par les clients, parce que je leur ai parlé avant. Et après, je mets de la com. Sauf que toi, personne n'entend jamais parler de ton super produit génialissime. Et moi, même s'il est un peu plus simple, un peu moins performant que le tien, les gens en parlent, donc il se vend. Et donc, je vais processer. D'accord, on peut travailler ensemble en fait. Et donc j'aime bien dire ça aux équipes quand il y a des fois des redécalages en disant chacun est nécessaire. Chaque équipe est nécessaire, sinon les choses n'avancent pas. Voilà. On parle souvent d'alignement, d'éthique, d'impact. Est-ce qu'il y a des jours où tu aurais mis juste avoir une boîte, entre guillemets, simple? Oui, parfois oui. Parfois oui, parce que le départ, c'est je veux pas m'ennuyer, je veux quelque chose... Julia m'avait dit, ça va être trop. Tu veux du B2C? Elle me dit, au moins, faisons un truc en B2B, parce que là, le B2C, c'est un enfer. En plus, on est dans un secteur ultra concurrentiel, va falloir lever beaucoup de fonds. Voilà, ça c'était, elle m'a dit, avant qu'on commence, voilà tout ce que je déconseille dans l'activité. Je me disais, mais moi je veux faire quelque chose d'ultra ambitieux. Je veux que ce soit, je veux sentir aussi toute l'effervescence, tu vois, dans la vie du projet. Bon, du coup, aucun regret du tout parce que je trouve ça absolument fabuleux. Tu ne t'ennuies pas? Ah là, je m'ennuie pas. Hein. Et moi, je me dis, bon, il y a une différence entre pas s'ennuyer, ça c'est sûr, et être trop fortement sollicité. Voilà. Mais à refaire, je ferais exactement la même chose. Donc bon. Et est-ce que tu pourrais nous faire un aveu? Quelle serait la chose pas du tout alignée que tu continues à faire? Aligné avec... Avec l'impact. Ou t'essaies même dans ta vie perso de faire hyper gaffe à tout? Je dirais que j'essaie d'être... moi, ce que je n'aime pas dans la transition écologique, et surtout ce que j'aimais pas avant de lancer Helios, où je me disais, mais ça prendra jamais au niveau grand public, cette affaire. Les injonctions. Oui. Et puis non, mais le fait d'être toujours... je veux dire, tout le monde, t'es tout le temps en train de pointer du doigt tout ce qui va pas, tu t'en veux de tout. En fait, respire, fais des enfants. Il y a un moment, il y avait une com, faire des enfants, ça a un impact négatif sur le climat. Oui, vivre, en fait, ça a un impact négatif sur le climat. Donc voilà. Ça, j'avoue que j'ai du mal à pas dans cette mouvance. Non, et puis j'ai du mal à comprendre, en fait, qu'est-ce que ça apporte. Parce qu'en fait, évidemment qu'on n'aura jamais 50% de la population qui va adhérer à ce type d'idéologie. Il faudrait qu'on se retrouve vraiment dans la fin du monde pour dire en fait faut plus rien qu'on fasse. Et puis donc je pense que moi j'ai plutôt une vision, il faut qu'on soit le maximum à avoir un impact
qui est le plus réduit possible. Et donc, pour que ce soit possible, je pense qu'il faut que ce soit cohérent aussi avec sa vie de tous les jours. En vivant à Paris, tu vois les gens qui te disent oui, mais bon, vous faites des week-ends. Mais oui, on vit à Paris. Venez vivre à Paris dans ce gris. Non, mais dans une ville qui est quand même assez oppressante. J'adore Paris. Hein, enfin, mais en plus, je suis parisienne. Donc, mais c'est juste que tu rêves d'aller voir la nature. Alors là, tout le monde va se dire extérieur. Non, mais c'est vrai de sortir un petit peu, de voir. Et en fait, il y a juste prendre l'air, en fait. Voilà, juste prendre l'air, ce qui paraît être normalement un droit universel. Mais c'est vrai qu'à Paris, bon, à part aller au parc, on n'a pas. Oui, on est vite réduit, oui. Ouais. Et donc, sur ces, moi, j'ai plutôt toujours prôné alors, ça marche aussi, un saut sur un tout autre sujet, mais tu vois, sur les régimes. J'ai toujours, je fais pas du tout de régime, mais j'ai toujours entendu, voilà, j'arrête de manger, je sais pas, du sucre, de la viande, je sais pas, il y a plein de types de régimes. Ouais. Et à chaque fois, je me disais, mais vous voulez pas faire un truc plutôt avoir quelque chose où t'es pas 100% dans la restriction, parce que la restriction, ça crée ensuite t'as encore plus envie de le faire. Mais d'arriver à trouver quelque chose où t'es toujours finalement assez bas. T'es plutôt en fait dans de la low consommation. Oui, on se mange pas 10 barres de Twix, tu vois, le soir. Je fais ça en plus. Et j'essaie d'avoir... oui, je peux manger du chocolat, mais c'est parce qu'en fait, à côté, j'ai une alimentation plutôt saine. Oui, c'est pas grave de boire un peu un verre de vin. Ce qu'on évite de faire, c'est de boire une bouteille de vin tous les soirs. Toi, tu vois, enfin, c'est plutôt... D'être toujours dans cette nuance et pas dans la radicalité. Arrêter de... Parce que je prends la nourriture parce que je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on entend depuis 20 ans. Il y a tellement de choses que soi-disant tu devrais pas faire parce que c'est pas bon. Le sucre, c'est pas bon. Le gluten, là, il y a une traîne dans ce moment. Le gluten, le sucre, il faut l'arrêter. Je pense juste qu'il faut baisser plus que arrêter. Et donc, dans ma vie perso, moi, j'ai jamais fait trop d'abus, je pense. À part, et en plus, c'est même pas si vrai, parce que je l'utilisais pas beaucoup. J'ai pas beaucoup voyagé loin, etc. Mais disons, à ma vingtaine, c'était un peu la mode du je vais faire un week-end à Rome. Tu vois. Donc ça, j'ai dû faire 4-5 week-ends. Tu prends l'avion alors que tu y restes 3 jours là-bas. Bon, ça, typiquement, c'est des choses que je fais plus du tout. Mais je m'octroie, tu vois, un beau voyage de temps en temps. Je me dis, voilà, est-ce que si je peux faire un beau voyage une fois tous les 2 ans, je pense que c'est pas... Par rapport à tout ce que je fais à côté, ça se... Voilà. Pareil sur, tu vois, on parle de vêtements. Et un jour, je me suis posé la question et je me suis dit, c'est quoi, moi, mon impact environnemental au niveau de la consommation de vêtements? Et donc, je regarde mon armoire et je me dis, quand même pas mal de chemises. Et en fait, je les regarde toutes et je fais, non, mais en fait, celle-là, ça fait 12 ans que je l'ai, celle-là, 8. Et en gros, je regarde mes habits, je me fais, mais en fait, non, j'achète très peu. Ce que je fais, c'est juste que j'ai des habits que j'essaie de garder dans le temps. Et donc, à la fin, ça te fait une penderie qui est raisonnable et qui permet d'éviter aussi de racheter. Régulièrement. Donc, je suis plutôt sur de la sobriété intelligente, je sais pas comment dire ça. Pareil, j'ai jamais beaucoup mangé de viande. Je sais pas, ma mère faisait très peu de viande. Elle disait que justement, c'était pas bon pour la santé de manger trop de viande trop souvent. Donc, tu vois, je vais peut-être me faire de la viande une fois par mois. Ou peut-être manger un petit peu de jambon dans un sandwich, mais en gros, en fait, ma consommation de viande est très faible. Et quand on a fait l'atelier d'automne avec l'équipe, et puis on avait été invité aussi par l'équipe de d'automne, je crois que j'étais à 4 tonnes, quelque chose comme ça. Donc c'est très bas. Après, t'es pas à 2, mais je crois que personne quasiment à 2. Donc très bas, mais en même temps, j'ai pas l'impression de complètement me restreindre et d'avoir une vie complexe. Donc je pense que c'est complètement possible pour n'importe qui d'arriver restreindre et de faire des petits choix. Je préfère qu'on soit 80% à passer à 4 tonnes que 5% à passer à 1 tonne ou 2. Je pense que c'est plus viable. C'était quand et pourquoi ta dernière nuit blanche? Nuit blanche? Wow. En vrai, j'en fais quasiment pas. J'ai la chance de dormir comme un bébé. Moi, je dirais, là, la signature avec United, quand même. La veille, t'as quand même un petit peu cogité?
Non, mais juste, c'est plutôt tellement d'émotions, tout ça. Ouais. Du coup, donc la nuit d'avant, la nuit d'après. Après la signature. Après la signature. Ouais. C'est plutôt, je pense que j'étais tellement excitée, mais j'ai très bien dormi, hein, mais juste tellement excitée que c'est ça. Vous avez pris le temps de fêter le deal? On le fête ce soir. Vous le fêtez ce soir. Ah, mais génial, parce qu'on dit souvent que les entrepreneurs prennent pas le temps de s'effêter. Ah, si. Là, ce soir, prendre un petit verre juste avec, du coup, Charles et Geoffroy de United. Et le mois prochain, chez Helios, on fait toujours tous les ans, on fait une summer party juste en interne. Ouais. Tout le monde, tous les collaborateurs peuvent ramener 2-3 personnes, 2-3 proches à eux, et ça permet un peu au fait aux proches de rencontrer, de voir un peu les bureaux, etc. Ouais. Donc ça c'est sympa. Donc là je vais en profiter pour faire une sorte de double fête, je pense. C'est bon. On souffle et on fête la prochaine étape qui est extrêmement excitante pour toute l'équipe. Là on a hâte, tu vois, de mettre tous les projets en commun et puis de construire la prochaine étape ensemble. Tu parlais d'entourage, de proches. Là, si je posais la question à ton entourage, qu'est-ce qu'elle a sacrifié pour Helios, Maëva? Ils me répondent quoi? Qu'est-ce que j'ai sacrifié? Peut-être un peu mon temps, mais en vrai, j'essaie de faire attention. Hein. Oui, dans cette relation au temps, d'avoir du temps perso aussi. Non, j'essaie de faire attention, c'est important. Tu tiens pas, hein, sinon, sur la longueur. La première année, on travaillait, tu vois, les week-ends, et on s'est vite arrêté en disant... il faut un équilibre. Oui, puis en fait, il faut tenir 15-20 ans, c'est pas 2 ans. C'est un marathon, c'est pas exactement. Une course non, de mais vitesse. C'est intéressant. Donc j'essaie d'avoir en vrai un très bon équilibre, je prends mes vacances, etc. Du coup, non, je dirais, mais c'est pas du sacrifice. Je pense qu'un sujet dont j'avais pas conscience, c'est cette sorte de charge mentale énorme qui te pèse, de te dire qu'il y a des gens qui travaillent pour toi et qu'en fait, si ça fonctionne pas exactement comme tu voulais et pas si bien, c'est des gens qui t'ont fait confiance, c'est des clients qui t'ont fait confiance, et donc j'avais pas en tête que ça créerait autant de charge mentale. Aussi beaucoup de solitude sur des sujets un peu touchy. Moi, tout le deal United, j'ai quasiment travaillé toute seule, du coup avec une banque d'affaires, mais je veux dire, dans l'équipe, c'était secret. Et c'est très difficile parce que les équipes comprennent pas trop pourquoi t'es pas trop là, pourquoi ça va. Non, justement, j'étais en mode en roadshow peut-être. Ah ouais, j'avais pas du tout. Mais mais il savait que j'étais en roadshow. C'est dur de pas pouvoir échanger, partager. Ouais. En plus, il se passe un nombre d'informations tellement spectaculaires. Tu vois, quand je vois des amis, je l'avais fait là, il y a 3 semaines, je vois un ami et je lui raconte ce qui s'est passé, sauf qu'on s'était vu 5 jours avant. Et c'est tellement de choses que je me suis retrouvée, en fait. Alors, et là, et je me suis dit, non, mais je suis trop chiante. Je suis en train de... Mais en fait, c'est des choses assez... Ça va nous faire un super épisode prochain, ça. J'essaie de les noter. On m'a dit, non, mais note-les dans un petit carnet parce que tu vas oublier. Et c'est vrai que c'est... et même le soir, à la fin, j'avais même pas envie d'en parler. Enfin, tu le fais un peu, mais des fois, tu dis, non, mais c'est bon, j'ai passé toute la journée là. T'as fait quoi le soir? J'ai fait quoi Le soir de la signature? Mais après on a signé à minuit, un truc comme ça, donc. Ah oui, bon bah alors après. non mais je savais qu'on signait, donc non j'ai. Non, vous l'avez fait en physique ou un... Non, on a fait. Non, heureusement. Non, je prenais j'ai pris un verre, j'ai pris une petite bière. En plus en vérifiant les chiffres sur mon portable, c'est bon. Non, mais il y a eu aussi un fit, c'est hyper important, un fit personnel avec les équipes de United, et ça c'est, je pense que c'est le plus important aussi. Je le vois moi avec mes équipes, c'est de se dire ok, ensemble on va pouvoir aussi se parler et se dire les choses sans... Et c'est d'ailleurs, il y a 2 moments où on peut voir un peu le fond d'une personne. Dans les négos salariales, ça marche très bien. Ouais. Quand les personnes commencent à négocier, moi, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit, en fait, ça va pas le faire. Cette façon de négocier, c'est pas possible. Et du coup, dans des négos comme ça, avec... je veux dire, de partenariat, etc., où tu peux commencer à avoir
des gens un peu... tu peux commencer à voir un peu le fond des gens et quand tu vois que ça se passe de manière smooth sur des gros sujets comme ça, tu dis « Ah oui, c'est quand même très positif, très très positif ». On arrive bientôt à la fin de ce podcast, mais je vais quand même lancer la rubrique La Claque. Waouh! Bon, on en a parlé, c'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, on s'est dit, des claques, on s'en prend à peu près tous les jours. Mais s'il y en a une que tu voudrais nous partager? Je n'ai pas une spécifiquement. Parce qu'en plus, j'arrive pas à retenir. J'ai trouvé... je me faisais la réflexion en venant en plus ici ce matin. Je trouve qu'il y a beaucoup d'agressivité. Tu as dans certaines... faut quand même avoir les épaules solides. Tu veux dire dans le business? Ouais. Entre des partenaires commerciaux, des clients. Je trouve que ça peut vite être... ça peut vite faire peur et décourager. Et tu trouves que c'est plus là, ces derniers temps, que quand tu t'es lancé, ou tu as toujours trouvé qu'il y a eu cette nécessité très agressive parce qu'il faut que tu rendes un service? Non, toujours. J'ai toujours trouvé ça très agressif. Maintenant, juste, je le prends avec beaucoup plus de recul. Oui. Au départ, ça avait été... C'était assez difficile parce que c'est ton projet, c'est ton bébé, tu mets tout dedans et puis... Ça te touche personnellement. Ah oui, ça te touche vraiment personnellement. En plus, avec des gens qui sous-entendent qu'ils s'en foutent si leur décision, ça fait mourir tout ce que tu as créé avant. Et donc, c'est assez difficile et j'en ai vu plusieurs, dont un vraiment au début qui est un collaborateur et qui faisait partie des échanges avec un partenaire et qui a changé au bout de 3 mois. Il est devenu très aigri en fait, très agressif même. Et je lui avais dit, je pense qu'il faut que tu arrêtes. On va arrêter de te mettre dans les calls parce que ça a l'air de te faire trop de mal. Et donc je trouve ça compliqué, tu vois. En plus, dans le secteur, comme il y a beaucoup de réglementation, moi je sais pas, j'ai eu plein de fois des sous-entendus, c'est pas des sous-entendus, on m'a dit ça va finir en prison. Alors, ça va. Non mais c'est bon, merci, on a déjà suffisamment de stress, arrêtez en plus de me raconter des choses. Non mais ce que je veux dire, c'est que tu as beaucoup, je trouve, après je pense que c'est le jeu du business, mais ça peut être un petit peu l'intimidation quelquefois. Oui, ouais. Et c'est un peu féroce, je trouve, donc faut être assez sûr de soi. Moi, je sais que tout ce que je fais, je le fais de manière droite. Je veux dire, après, c'est recohérent, avec le fait, tu vois, cet esprit un peu ingénieur. J'essaie d'être carré, je réfléchis, tu vois, aux prochaines étapes en voyant un peu tout ce qui se passe. Je pense que les gens aussi me font confiance dans l'équipe, dans les partenaires, etc. parce que je suis très vraie et très transparente dans ce que je dis. Tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Et si je ne l'ai pas fait, j'ai vraiment expliqué ce qui s'était passé et ce qui m'avait empêché de le faire. Et d'ailleurs, parfois, je leur dis, ça, je ne veux pas m'engager à faire ça, puisque je ne sais pas. C'est pas 100%, voilà, et c'est même pas 100% dans mes mains. Donc, je vois. Et puis ensuite, je m'engagerai quand je serai sûre que je peux le faire. Et donc, c'est vrai que ce type de méthode, des fois un peu de cow-boy, que j'ai pu voir plein de fois, en fait, au début, t'es un peu secoué. Tu te dis, oula, ça commence à partir ça peut partir vite, en plus avec des mails d'avocats, de menaces, etc. Maintenant, je me dis, non mais ça va. Je sais très bien que j'ai très bien fait les choses. Et en fait, ces méthodes d'intimidation qui fonctionnent, à mon avis, avec beaucoup de gens qui disent « Oh mon Dieu, bon d'accord, je craque alors. Enfin, on va se mettre d'accord. Ouais. » Et du coup, qui permettent à ces gens de continuer aussi à se dire « Ça marche, ces méthodes d'intimidation, on va continuer. » Moi, je sais pas, je trouve ça vraiment... Ouais, puis je trouve ça vraiment dommage. J'avoue que j'ai jamais fait ça. Et moi, une relation qui fonctionne pas, une relation de partenaire qui fonctionne pas, je préfère y mettre un terme, essayer de trouver une solution pour se dire là, ça fonctionne pas ensemble. Comment on fait pour avancer chacun de son côté de manière constructive. Oui, je pense qu'on a beaucoup de choses à faire, pas beaucoup de temps. Concentrons-nous sur la création plutôt que sur la destruction. Pour clore cet épisode, si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui et pourquoi ? Je pense à Aurore de chez Goodvest,
Comme ça, la boucle est bouclée. Voilà, c'est ça, je reboucle la boucle. Non, mais que je trouve assez impressionnante dans son parcours et dans le travail qu'elle réalise. Et puis comme on travaille... alors moi, je suis pas en direct en échange avec elle, mais je la vois de plus en plus aussi faire monter la marque de Goodvest. Là, je l'ai vue, elle est passée sur Légende il y a, je crois, 2-3 semaines. Qui a, voilà, je pense, un beau parcours entrepreneurial et une belle équipe avec Joseph et Antoine. Eh bien, on remettra un petit coup de projecteur à Goodvest, qu'on adore. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore écouté l'épisode de Joseph, je vous invite à aller l'écouter, après avoir bien sûr écouté celui de Maëva. Moi, j'étais ravie d'en savoir plus sur Helios et ce compte vert. Et en t'écoutant, ça donne très envie d'aller directement sur le site, prendre un abonnement. Donc, je vous invite aussi à le faire. Et en parlant d'abonnement, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Partagez, likez, commentez. Ça nous aide à faire connaître tout ce qu'on produit. Et puis, ça vous aide, vous, à ne pas louper les portraits des meilleurs et plus grands entrepreneurs de France. À bientôt. Bye bye. Salut Maëva. Salut. Feuille blanche. 40 nuances de Sista.